Voici la Corée du Nord. C'est un pays qui aurait dû s'effondrer une douzaine de fois au cours des dernières décennies. Elle a été isolée du commerce mondial, sanctionnée presque partout et frappée par l'une des pires famines modernes. Pourtant, contre toute attente, elle est toujours là. Depuis 1948, toutes les prédictions sur sa chute se sont avérées fausses. L'Union soviétique et la Yougoslavie sont tombées. La Chine de Mao a changé, mais la dynastie de la famille Kim a perduré, a même prospéré, et elle est toujours fermement aux commandes. Alors, comment un régime comme celui-ci a-t-il réellement survécu ? Qu'est-ce qui rend la Corée du Nord aussi résistante à l'effondrement, alors que toutes les idées historiques et économiques disent qu'elle ne devrait même pas exister ? Pour comprendre cela, il faut revenir à la façon dont ce système a été conçu à l'origine. En 1945, après la défaite japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale, la péninsule coréenne fut divisée en deux. Les Soviétiques au nord, les Américains au sud. De ce chaos est sorti Kim Il-sung, guerriero de 33 ans ayant combattu les Japonais avec les communistes chinois dans les années 30, puis rejoint l'armée rouge soviétique dans les années 40. Désormais, avec le soutien total de Moscou, il est devenu le dirigeant choisi de la nouvelle Corée du Nord. Dès le début, tout dans ce pays a été construit avec l'aide de l'extérieur. Les Soviétiques ont envoyé des conseillers, des armes et de l'argent. Ils ont formé des officiers nord-coréens, aidé à rédiger sa constitution et fourni les machines nécessaires à la reconstruction. Mais ce système a été testé presque aussitôt. En 1950, Kim Il-sung a envahi le sud pour réunifier la péninsule. Mais cela s'est retourné contre lui. En quelques semaines, les forces dirigées par les États-Unis avaient pénétré profondément dans le nord, et le régime de Kim était sur le point de s'effondrer. C'est sans doute la première fois que la dynastie Kim risquait d'être renversée ou que le pays sombrait dans une guerre civile. La défaite de l'Empire russe pendant la Première Guerre mondiale a mené à la Révolution russe, mais la Chine est heureusement intervenue. Plus de 2 millions de soldats chinois ont franchi le Yalu, repoussant Américains et Sud-Coréens jusqu'au 38e parallèle et sauvant les Nord-Coréens. L'Union des républiques socialistes soviétiques a également apporté un soutien secret, car elle ne voulait pas s'impliquer contre les États-Unis. Ils ont agi ainsi pour plusieurs raisons, et cela montre vraiment l'importance même de l'existence de la Corée du Nord. Voyez-vous, si la Corée du Nord tombait complètement, les troupes américaines seraient stationnées juste à la frontière de la Chine. Pour les soviétiques, il s'agissait de contenir l'influence américaine et d'étendre l'idéologie communiste en Asie pendant la guerre froide. Après la fin de la guerre, en 1953, la Chine et l'Union soviétique ont de nouveau investi des ressources en Corée du Nord. C'est à cette époque que Kim Il-sung développa les deux courants de pensée qui allaient définir la Corée du Nord jusqu'à aujourd'hui. Kim Il-sung ne voulait pas que son pays dépende éternellement de l'aide d'autres nations. Alors il a développé l'idéologie du juche, mettant l'accent sur l'autosuffisance totale dans tous les domaines. Ce courant fut encore renforcé par ce qui devint l'incident de la faction d'août, lorsque Kim Il-sung a écarté les factions pro-soviétiques et pro-chinoises du Parti des travailleurs, après leur tentative de le destituer et de l'accuser de dictature. Aujourd'hui, l'idéologie juche est la principale raison pour laquelle la Corée du Nord est décrite comme le royaume ermite, un pays qui ne veut l'aide de personne. Mais en même temps, Kim Il-sung savait l'importance stratégique de son pays. Voyez-vous, tant que la Corée du Nord se trouvait entre deux géants communistes, les puissances numéro 2 et 3 du monde, à l'époque, elles pouvaient jouer de leur rivalité à son avantage, puisque sa propre survie leur était bénéfique. Donc, assez curieusement, la Corée du Nord, bien qu'ayant techniquement l'idéologie d'État du juche, n'était pas du tout isolationniste en réalité. Regardons de plus près, laissez-moi expliquer. Alors que la Russie et la Chine sont aujourd'hui souvent présentées comme des alliés naturels contre l'Occident, leur relation n'a pas toujours été aussi simple. Au début des années 1960, leur partenariat s'est brisé à cause de visions opposées du socialisme, menant à la rupture sino-soviétique. Pour un petit pays coincé entre ces deux superpuissances, la Corée du Nord devait faire preuve de calcul non seulement pour survivre, mais aussi pour prospérer. Elle recevait encore de l'aide des deux côtés, et Kim ne pouvait pas se permettre d'en aliéner aucun. Alors, du moins publiquement, Pyongyang a adopté une position de neutralité. Mais la neutralité à l'époque de la guerre froide signifiait rarement rester inaperçue. Moscou et Pékin observaient attentivement la Corée du Nord, et il devint vite clair de quel côté elle penchait. Les journaux de Pyongyang reprenaient les slogans chinois dénonçant le chauvinisme des grandes puissances, une expression visant uniquement les soviétiques. Idéologiquement aussi, la Corée du Nord se retrouvait davantage alignée avec la Chine de Mao qu'avec l'Union des républiques socialistes soviétiques de Khrouchtchev. Les soviétiques ont donc fortement réduit leur soutien, laissant aux Chinois combler la majeure partie du vide. Pourtant, cet équilibre n'a pas duré.
Au milieu des années 1960, la Chine sombrait dans le chaos de la révolution culturelle. Sous Léonid Brejnev, l'Union soviétique stable pousse Kim Il-sung à renouer vite avec Moscou, délaissant une Chine incapable de les soutenir. Les importantes ressources énergétiques de l'Union des républiques socialistes soviétiques, ses machines lourdes et son expertise industrielle ont permis à l'économie planifiée de Pyongyang de fonctionner et même de prospérer un temps. À cette époque, la Corée du Nord dépassait en fait le Sud d'une certaine façon. Il est difficile d'imaginer cela aujourd'hui, alors que le produit intérieur brut sud-coréen atteint environ 17 000 milliards de dollars contre 26 milliards pour le Nord, soit un écart de 65 à 1. Mais dans les décennies qui ont suivi immédiatement la guerre de Corée, la situation était inversée. À l'époque, la Corée du Nord était la partie la plus industrialisée de la péninsule grâce à l'aide soviétique et chinoise. Ce n'est qu'au milieu des années 1970 que la forte croissance exportatrice de la Corée du Sud lui a permis de dépasser le Nord. Les choses ont rapidement commencé à changer à mesure que l'Union soviétique s'affaiblissait de plus en plus avant son effondrement final. Dès 1988, ils ont réduit des programmes comme le programme des prix d'amitié, qui permettait aux États alliés d'acheter pétrole, engrais et matières premières à prix réduit. La plupart des marchandises nord-coréennes venaient de ce programme, car elles étaient trop chères ailleurs. Après l'effondrement total de l'Union soviétique en 1991, le programme a aussi disparu. Et en gros, cela a conduit la Corée du Nord à commencer à s'effondrer, elle aussi. Mais il y avait aussi quelques autres raisons. Les fermes nord-coréennes étaient parmi les moins productives au monde. Kim Il-sung, obsédé par l'industrie lourde et le prestige urbain, investissait à Pyongyang plutôt qu'en agriculture. Le matériel agricole était dépassé. Le premier tracteur nord-coréen, construit dans les années 1950, avait à peu près la même puissance qu'une tondeuse à gazon occidentale de l'époque. Des décennies plus tard, ces machines étaient toujours en service. Tout était collectivisé, les agriculteurs n'étaient pas incités à dépasser leurs quotas. Et tout surplus allait à l'État. Ils faisaient, comme sous tout mauvais système, juste le minimum pour survivre. La Corée du Nord est aussi réputée pour ne jamais rembourser les pays qui lui prêtent de l'argent ou vendent petit des biens précieux. Le nombre de nations disposées qui commerçaient avec elle a vite chuté. La Suède n'a toujours pas été remboursée pour 1 millier de Volvo. Elle les a vendus à la Corée du Nord en 1974 et les intérêts ont atteint 322 millions de dollars, faisant de Stockholm l'un des plus anciens créanciers de Pyongyang. Ce qui a suivi fut la pire crise du pays à ce jour, la famine des années 1990, connue sous le nom de la Marche ardue. Ce fut l'une des pires famines modernes. Entre 240 000 et 3 millions de personnes sont mortes entre 1995 et 2001. À cette période, la Corée du Nord a failli s'effondrer, mais cela ne s'est finalement pas produit. Ce timing a été absolument crucial pour leur survie. La mort de Kim Il-sung en 1994, avant la pire phase de la famine, a permis à son fils Kim Jong-il d'hériter du pouvoir dans des conditions relativement contrôlées. Cela a également permis de préserver l'image du vieux Kim, car il aurait été tenu pour responsable de la catastrophe s'il avait été encore en vie à ce moment-là. Kim Il-sung avait passé des années à s'assurer d'une transition de pouvoir sans heurts pour son fils. Il a peu à peu promu Kim Jong-il dans le parti et l'armée, éliminant toute menace à sa succession. Grâce à la propagande, Kim Jong-il était présenté comme un dirigeant presque divin en devenir, le cher leader destiné à poursuivre l'héritage révolutionnaire de son père. Une tentative majeure de coup d'État présumé a eu lieu pendant la famine. Bien que la date ne soit pas claire, nous savons que cela s'est produit entre 1995 et 1997 et que cela concernait le 6e corps de l'armée populaire nord-coréenne. La direction de la division aurait été furieuse que le gouvernement refuse d'envoyer de la nourriture dans les provinces de Hamgyeon. L'objectif était de contrôler le port de Kongjin, un centre de communication universitaire et des installations de missiles, puis de rejoindre le 7e corps et marcher sur Pyongyang. Mais le coup d'État a échoué car le système de partage du pouvoir de l'armée populaire de la Corée, exigeant un consensus entre branches militaires, politiques et sécuritaires, empêchait un officier de mobiliser des troupes seul. Le système avait été intentionnellement conçu pour empêcher précisément ce type de rébellion, donc il a été découvert avant de pouvoir être exécuté et complètement démantelé. Cela s'inscrit dans les restrictions imposées par la famille Kim dès le début pour tout contrôler en Corée du Nord. L'information était verrouillée, personne ne mesurait la gravité réelle de la situation hors de sa ville. Il n'y avait pas de syndicats, pas d'autorités locales, pas de médias indépendants, rien qui puisse servir de base à une rébellion.
Pour s'assurer que personne ne puisse jamais remettre en cause ce système, la surveillance a été installée partout. Les ministères de la sécurité du peuple surveillaient conversations, lettres et ragots familiaux. Les citoyens nord-coréens ne pouvaient même pas voyager librement à l'intérieur de leur propre pays, encore moins à l'extérieur. La plupart des gens croient sincèrement que la situation est pire partout ailleurs, que la famille Kim est tout ce qui les sépare du chaos. Toutes ces choses se produisent encore aujourd'hui, et c'est pourquoi ils sont considérés comme ayant le pire bilan en matière de droits de l'homme au monde. C'est pour ces raisons qu'il n'y avait pas vraiment de risque pendant la période la plus volatile de leur histoire. Même les États-Unis ont été notés comme ayant pensé cela alors. Pendant la famine les hauts responsables du parti et l'élite militaire s'en sortaient bien bien et refusèrent de risquer cela. Non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour leur famille. Voyez-vous là, le système de classe rigide de la Corée du Nord, connu sous le nom de Songbun, garantissait que la loyauté était récompensée. Et cette loyauté détruisait non seulement votre vie, mais aussi votre lignée. Avec le Songbun, chaque Nord-Coréen est classé selon l'histoire politique familiale, ce qui influence les emplois. Vous pouvez occuper certains postes, recevoir certains aliments et décider si vos enfants vont à l'université. Mais l'aspect le plus glaçant, c'est la politique nord-coréenne de culpabilité par association, l'idée que la punition s'étend sur 3 générations. Donc si quelqu'un commet un crime politique, alors ses parents et ses enfants peuvent être emprisonnés ou exécutés avec lui. Pendant ce temps, l'incapacité du parti à distribuer suffisamment de nourriture aux personnes de rang inférieur et aux citoyens ordinaires, ainsi que la distribution injuste aux hauts responsables du parti, a instauré un état d'esprit du chacun pour soi parmi les Nord-Coréens. La sécurité frontalière, relâchée car les gardes étaient trop mal nourris, a permis à de nombreux citoyens de fuir le pays. En réalité, les gardes y voyaient une chance d'extorquer argent, nourriture et pots de vin aux fugitifs, malgré les efforts de Kim Jong-il pour réprimer cela. Mais à un niveau personnel, c'était bien plus facile et moins risqué que d'organiser une manifestation contre le régime de Kim. L'objectif était simplement de survivre, pas de protester. Alors, comment Pyongyang a-t-il traversé cela? Ils ont donc dû à nouveau compter sur la Chine, car la Russie devait se reconstruire elle-même. Ils comptaient aussi sur l'aide de l'Organisation des Nations Unies des États-Unis et de la Corée du Sud. À ce stade, vous vous demandez sûrement pourquoi l'Occident les aiderait. Et non, ce n'est pas seulement par bonté de cœur. En réalité, ces pays ne souhaitent pas non plus l'effondrement de la Corée du Nord. Je vais vous expliquer. Selon la loi sud-coréenne, tous les Nord-Coréens sont également des citoyens légitimes du Sud, puisque la Corée du Sud ne reconnaît pas la légitimité du gouvernement nord-coréen. Si la Corée du Nord s'effondrait soudainement, il pourrait devoir accueillir plus de 26 millions de nouveaux citoyens en quelques jours. Ce qui est une situation qu'aucun pays n'est prêt à gérer. Même en modifiant la Constitution, cette situation se produirait probablement. Une unification serait de la folie, puisque si on la compare à la réunification allemande de l'Est et de l'Ouest, qui était déjà un miracle, une réunification coréenne serait bien plus complexe et coûteuse. Nous n'avons jamais vu l'unification de 2 pays aussi différents en termes de puissance économique et de culture. Le coût serait d'au moins quelques milliers de milliards de dollars. La Chine recevrait sans doute de nombreux réfugiés nord-coréens qu'elle ne souhaiterait pas accueillir. Pour les États-Unis, un État effondré doté d'armes nucléaires est une situation très effrayante. Géopolitiquement, ils sont essentiellement protégés par une gêne mutuelle. Ils ont donc été aidés par l'Occident, et lentement mais sûrement, ils s'en sont sortis après quelques années. Il est essentiel de comprendre que les révolutions ne surviennent pas forcément à cause de la pauvreté ou de la répression, contrairement à ce que montre la fiction. L'Union soviétique n'avait pas la pire économie mondiale lors de son effondrement. De nombreux pays africains aujourd'hui sont même dans une situation bien pire qu'eux à l'époque et tiennent toujours debout. La Chine ne s'est pas effondrée pendant le grand bond en avant alors que des millions de personnes mouraient de faim. Pourtant, les empires britanniques et français se sont effondrés malgré leur richesse, même durant la croissance économique d'après-guerre. Pour certains, la réponse est simplement qu'on peut avoir une économie désastreuse et survivre en tant que pays, mais pas une économie désastreuse et soutenir un empire. Ce qui était vrai, bien sûr, mais ce n'est pas tout. En réalité, beaucoup tombent lorsque le gouvernement est faible et que les gens voient la possibilité d'un changement. L'Union soviétique n'avait pas de dirigeant suprême après Staline. La Yougoslavie n'avait pas quelqu'un comme Tito. Je ne dis pas que ces personnes étaient de bons dirigeants, loin de là, mais ils étaient des piliers d'autorité. Et une fois qu'ils sont partis, toute la structure a commencé à s'effondrer. À la transition du pouvoir vers Kim Jong-un dans le Nord, les inquiétudes sur l'instabilité et l'effondrement sont réapparues. La succession a été rapide après l'accident vasculaire cérébral majeur de Kim Jong-il en août 2008.
Kim Jong-un n'a été désigné successeur que 2 ans plus tard, lors de sa nomination comme général 4 étoiles. Et seulement 1 an après cela, Kim Jong-il est décédé en décembre 2011. Il n'a eu qu'1 an pour se préparer à son ascension, alors que son père avait eu des décennies. Encore une fois, à cette époque, certains experts considéraient l'effondrement de la Corée du Nord comme une probabilité raisonnable. En 2013, lors d'exercices militaires, les forces américaines et sud-coréennes ont simulé ce type d'événement. Kim Jong-un a mené des purges massives touchant 44% des hauts responsables pour renforcer son autorité, à l'instar de son père et de son grand-père. L'exécution de son oncle Yang Song-taek en décembre 2013 fut la plus marquante. Kim Jong-un a affronté des défis différents de ses prédécesseurs pour maintenir la stabilité de la Corée du Nord, principalement liés à la gestion de sanctions quasi totales. Techniquement, la Corée du Nord est soumise à des sanctions sous une forme ou une autre depuis les années 50. Cela s'est intensifié dès 2006 avec leur premier essai nucléaire souterrain, entraînant un embargo sur les armes. Je précise que c'était un moment clé, car la dissuasion nucléaire empêchait désormais l'effondrement de la Corée du Nord par intervention étrangère. Même moins puissants que les États-Unis, ils n'ont besoin que d'armes nucléaires pour se protéger. En réalité, c'est en 2013, avec leur 3e essai nucléaire, le premier sous Kim Jong-un, que la situation a pris sa forme actuelle. Les résolutions 2087 et 2094 de l'Organisation des Nations Unies ont interdit les transferts massifs de liquidités, ciblé les institutions financières et les banques étrangères qui leur étaient liées, restreint le commerce des métaux précieux et ont vraiment commencé à leur nuire économiquement. Les dernières sanctions majeures adoptées par l'Organisation des Nations Unies l'ont été en 2017 avec les résolutions 2371, 2375 et 2397 qui ont essentiellement abouti à un véritable siège économique. Les plafonds sur le pétrole ont été durcis, les revenus de la main-d'œuvre étrangère interdits et les investissements conjoints fermés. La Corée du Nord a perdu 90% de ses exportations légales et tout accès à la finance mondiale. Le monde essayait de fermer toute leur économie. Pourtant, nous sommes toujours là, aujourd'hui, et la Corée du Nord est toujours debout. Que s'est-il passé? Ils se sont adaptés. Pyongyang a bâti une économie souterraine reposant sur des activités illicites, dont la plus connue est la cybercriminalité. Depuis environ 2014, la Corée du Nord a développé une nouvelle source de revenus très lucrative, la cybercriminalité parrainée par l'État. Au centre de ces opérations se trouve le Bureau 121, la branche de cyberguerre du Bureau général de reconnaissance, la puissante agence de renseignement nord-coréenne. Ces hackers attaquent sur des fréquemment banques, plateformes de crypto-monnaies, institutions gouvernementales et entreprises privées dans le monde entier. La plus célèbre de ces unités est le groupe Lazarus, responsable de certains des plus grands braquages numériques de l'histoire. En 2025, ils ont volé plus de 2 milliards de dollars, contre 134 milliards en 2024, soit une hausse de 103% sur un an. Ce total augmente sans cesse. Sous Kim Jong-un, la Corée du Nord est devenue la menace cybernétique étatique la plus agressive contre les systèmes financiers mondiaux. Pendant tout ce temps, la Chine a aidé la Corée du Nord à contourner les sanctions grâce à des sociétés écrans, à l'évasion maritime, à la contrebande frontalière, aux banques chinoises et ainsi de suite. Ils représentent environ 98% du commerce total de la Corée du Nord, ce qui signifie qu'ils soutiennent essentiellement le pays à leur avantage, bien sûr, en les maintenant dépendants d'eux. La Chine et la Corée du Nord ne sont pas alliés. La Chine voit la Corée du Nord comme un État tampon face à la Corée du Sud, allié des États-Unis. Récemment, le partenariat entre la Corée du Nord et la Russie s'est renforcé, car ils sont désormais isolés internationalement. Suite à l'invasion de l'Ukraine, Pyongyang fournit près de 40% des munitions russes pour la guerre, des millions d'obus, des milliers de soldats et des centaines de missiles pour 10 milliards de dollars d'armes et plus de 20 milliards d'avantages en temps de guerre. En échange, Moscou envoie du pétrole, de la nourriture et offre une protection diplomatique à l'Organisation des Nations Unies. C'est devenu une alliance mutuellement bénéfique pour les deux régimes. Pour l'instant, les choses semblent s'améliorer pour le royaume ermite. En mai 2025, l'agence de renseignement de la défense américaine a jugé la Corée du Nord à son plus haut niveau stratégique depuis des décennies. La décision de Kim Jong-un de soutenir la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine a considérablement rehaussé la position mondiale de Pyongyang. C'est le moins qu'on puisse dire. Lors d'un discours marquant le 80e anniversaire du Parti des travailleurs de Corée, Kim a promis de transformer la nation en le meilleur paradis socialiste du monde. Cet objectif pourrait rester hors de portée, étant donné
Eh bien, tout. Mais il sera fascinant d'observer comment la stabilité de la Corée du Nord continuera d'évoluer dans les années à venir. Même les spécialistes coréens ne comprennent pas la stabilité du régime nord-coréen. Cela échappe simplement au cadre de la science politique. Pour comprendre pourquoi ce système inefficace reçoit encore du soutien, s'il en reçoit vraiment, mais pourtant puis ça fonctionne. Si quelque chose arrivait à Kim Jong-un, même s'il n'a pas de successeur clairement désigné, rien ne garantit que le pays s'effondrerait complètement. Il existe des preuves suggérant que sa sœur, Kim Yo-jong, a été préparée à prendre la relève au cas où il lui arriverait quelque chose. Ayant assisté à l'ascension de son frère, elle connaît sûrement les méthodes brutales nécessaires pour garder son autorité. Les dynasties ont toujours fait partie de l'histoire humaine, même si parfois elles durent des centaines d'années. Et pour l'instant, les Kim n'ont jamais perdu le contrôle. Merci d'avoir regardé.